Et si on parlait tennis? Alors ce petit tournoi? Pas mal, non? Personnellement, je me suis régalé. On a eu des affiches grandioses, surtout en première semaine. Un temps parfait, des petites polémiques à droite à gauche, et un vainqueur pour l'histoire. Bref, on a vu pas mal de choses pendant cette quinzaine, et on va débriefer ça maintenant. Nadal Djokovic remporte son 23e titre du Grand Chelem dans une finale à sens unique face à Casper Ruud. Ça y est, 23. Il les a. On le sait, Novak avait fait de cette course au Grand Chelem son obsession. Lui qui a toujours été derrière ses deux rivaux, il a finalement égalisé Nadal en janvier pour enfin devenir le seul recordman du nombre de titres en Grand Chelem glanés, ici à Roland-Garros. Il arrive ici au bout de sa quête, mais ça doit lui donner encore plus faim de vouloir creuser l'écart. En tout cas, il devient d'un point de vue statistique et de manière implacable le plus grand, et il faut rendre un hommage à cet accomplissement. Tous les records sont faits pour être battus, et celui-ci le sera peut-être un jour, mais il faudra encore sûrement attendre des décennies et des décennies avant que cela arrive. Bravo Novak. En tout cas, c'est tout un symbole de le voir gagner ici son 3e Roland-Garros et son 23e titre du Grand Chelem sur les terres de celui qu'il a toujours voulu dominer, Rafael Nadal. J'avais dit dans ma vidéo preview que je voyais Novak Djokovic s'imposer car il restait pour moi le meilleur sur le format en 5-7. Alors on ne sait pas ce qui se serait passé sans l'écran d'Alcaraz, mais en tout cas Djokovic a encore de la marche sur la concurrence et il l'a prouvé. Et il va falloir se lever très tôt pour le priver d'un 5e Wimbledon consécutif dans un mois. Ma note pour ce Roland-Garros 2023, c'est 7 sur 10. Pour certains, cette note va paraître un peu haute, car c'est vrai que sur la deuxième semaine, on a eu relativement peu de surprises et des matchs assez ternes en 3 ou 4 sets. Des demi-finales qui ont fait un peu flop, une finale à sens unique, bref, rien de super excitant. Mais il faut pas oublier à quel point la première semaine était passionnante. On a le droit à des matchs vraiment incroyables, des retournements de situation, pour certains des grands retours sur le devant de la scène, un bas de tableau super ouvert avec les chutes précoces de Sinner et Medvedev qui nous ont donné un huitième de finale super ouvert entre Nishioka et Chevry, la renaissance de Lucas Pouille, le match de fou de Monfils, et je pourrais citer encore plein d'autres exemples. Pendant les qualifs et pendant la quinzaine, le tournoi était à guichet fermé, et l'ambiance en général était super. Alors c'est vrai, pour une toute petite partie du public, il y a eu des comportements qui étaient assez limites, notamment à la fin du match de Fritz, par exemple, et même d'une manière générale, beaucoup de sifflets sans réelle raison valable. Ça fait un peu baisser ma note finale, mais globalement, c'est beaucoup plus positif que négatif. Il a juste manqué ce final de folie sur la dernière semaine pour que ce Roland-Garros 2023 soit vraiment dans les annales. Et vous? Vous attribuez quelle note à ce tournoi? Bon, au-delà de Djokovic, il y a quelques autres tops que j'aimerais vous partager, que j'ai vus pendant ce tournoi. Et comment ne pas commencer par Thiago Seyboth-Wild. C'est lui qui nous a clairement donné le plus grand frisson du début de tournoi. Alors je vous avoue que j'ai pas pu voir ce match en live, mais je l'ai regardé en replay. Et quelle claque est-ce qu'il a mis à Daniil Medvedev. Le Brésilien a tout simplement fait un match monstrueux. Alors peut-être que Medvedev a pris ce match un peu à la légère, en se disant que Seyboth-Wild allait forcément finir par craquer, par faire des fautes. Et le Brésilien s'est battu comme un lion, il a jamais craqué, et grâce à sa puissance en coup droit, ses frappes lourdes, il a réussi à mettre Medvedev tout simplement KO. Thiago Seyboth-Wild a tout simplement pris le match à son compte, il a fait preuve de variation, il est monté au filet, il a fait des amortis, il est resté très solide du fond du court, mais c'est bien lui qui va chercher ce match. Je dis que Seyboth-Wild est une demi-renaissance, car à mon avis, les fans de tennis les plus ardus le savent. Seyboth-Wild avait déjà percé une première fois sur un circuit ATP. En mars 2020 à Santiago, Thiago Seyboth-Wild démarre seulement son deuxième grand tableau en tournoi ATP et va finir par s'imposer en finale contre Casper Ruud pour créer une énorme surprise. Quasiment personne ne le connaissait avant ce tournoi à Santiago et c'est vrai qu'il est sorti un peu de nulle part. Malheureusement pour lui, le Covid et des affaires extrasportives l'ont privé de continuer sa progression. C'est donc un peu comme une deuxième vie dans sa carrière de tennisman professionnel qui démarre aujourd'hui pour Seyboth-Wild, et j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner par la suite. Gros top également sur Altmaier, qui nous a sorti le match de sa vie pour battre Sinner au deuxième tour. 5h20 de match, le match le plus long du tournoi, un combat acharné, les deux joueurs qui se rendaient coup pour coup, set après set, jeu après jeu, point après point. Altmaier était clairement en feu, il a passé des trucs assez incroyables, c'est le tennis, il a fait le match de sa vie, et il mérite totalement cette victoire. J'avoue que ces larmes à la fin du match m'ont clairement ému, ça m'a mis les larmes aux yeux. C'est des émotions qui montrent tout le travail qu'il y a derrière pour tous ces joueurs, d'arriver à délivrer des performances comme ça sur les plus grandes scènes, tous les sacrifices qu'il faut faire pour enfin avoir cette reconnaissance et ce moment de gloire. Pour finir sur les tops, mention spéciale à Varillas, le guerrier qui a gagné ses 3 premiers matchs en 5-7 et qui s'est offert un huitième de finale face à Djokovic, chapeau. Bravo à Urkash aussi pour tous ses combats en 5-7 et ses matchs super accrochés. Bravo à Monfils qui nous a sûrement sorti le match de la quinzaine, le match qu'il fallait pas rater.
Il a vraiment déjoué tous les pronostics. Moi, je pensais pas du tout qu'il pouvait nous sortir une performance comme ça. Donc, énorme chapeau à mon fils. Pour finir, côté français, bravo à Lucas Pouille, qui est sorti des qualifications, chose inespérée pour lui, et qui a rejoué au premier tour du tournoi celui qui l'a battu au dernier tour des qualifications. Donc, bravo à Lucas Pouille, et j'espère que cette renaissance pourra lui donner un coup de boost pour la suite de sa carrière et qu'il reviendra au meilleur niveau. J'ai envie de finir avec Casper Ruud et Alexander Zverev, les deux joueurs qui étaient sous pression pour moi avant ce tournoi, comme j'en avais parlé dans ma preview. Casper Ruud, gros top, 3e finale de Grand Chelem, c'est juste incroyable. Et tout ça en 12 mois. Alors c'est vrai qu'il a perdu ses 3 finales, mais tout de même, peu de joueurs auront 3 finales de Grand Chelem à leur actif dans leur carrière, et lui a fait ça en 12 mois. Donc énorme chapeau à Casper Ruud. Et enfin Zverev, 1 an après son énorme blessure, il revient et refait demi-finale à Roland-Garros. Il était un peu diminué pour sa demi-finale contre Ruud, mais quel plaisir de le voir retrouver son meilleur niveau, et je sens qu'il sera plus très loin du top 3 d'ici la fin de l'année. Passons à mes flops désormais. Mon premier flop, c'est Jannik Sinner. Jannik, c'est une déception pour moi, car je le voyais aller très loin dans le tournoi. Son début de saison a été très prometteur, et comme d'habitude, l'Italien a fait preuve d'une régularité incroyable sur tous les tournois depuis le début de l'année. On le voit, il ne perd quasiment plus contre des joueurs qui sont moins bien classés que lui, mais c'est arrivé au deuxième tour ici contre Daniel Altmaier qui mérite amplement sa victoire. Malgré ce super match en général, c'est une sacrée contre-perf pour Sinner. Pour le spectacle, on n'a pas été déçus, et c'est vrai que Sinner a tendance à souvent être protagoniste des meilleurs matchs aux scénarios les plus fous, mais il sort rarement gagnant de tous ces duels-là. Bref, c'est un tournoi à oublier pour lui, et il doit rapidement se concentrer sur Wimbledon, où il peut espérer très bien y figurer. Même son de cloche pour moi pour Daniil Medvedev. Bien sûr en face, il y a la grosse perf de Sebot Wild, mais ça ne change rien au fait que Daniil n'avait pas le droit de perdre ce match. Alors on commence à l'oublier parce que ça fait désormais 3 semaines, mais Daniil Medvedev était en pleine bourre avec son premier titre remporté sur terre battue de toute sa carrière, et pas n'importe quel titre, puisque c'était le Master 1000 de Rome. On se devait donc d'attendre mieux de lui sur cette quinzaine qu'une défaite au premier tour. Daniil était même considéré par certains comme un des 3 favoris au titre. Peut-être qu'il a pris ce match un peu à la légère comme j'en ai parlé plus tôt, en tout cas c'est vraiment dommage. On le sait, lui et la terre battue ne se sont pas totalement réconciliés, et on va voir s'il va réussir à mieux apprivoiser le gazon. Forcément après un tournoi du Grand Chelem, le classement est assez bouleversé. L'information principale étant que Novak Djokovic fait coup double et redevient numéro 1 mondial. Il laisse donc Alcaraz sur le carreau qui reste 2ème. Medvedev, malgré son Roland-Garros raté, reste 3ème. Ruud, grâce à sa finale, défend ses points de l'année dernière et maintient sa 4ème position. Dernier changement à noter dans le top 10, c'est Karen Khachanov qui, grâce à son quart de finale, entre dans le top 10, aux dépens de Félix Auger-Aliassime. La grosse progression de la quinzaine, elle est pour Hoffner, qui gagne 37 places et se retrouve 81ème. A noter que Varillas, grâce à sa belle performance, gagne 33 places pour se retrouver 66ème, et Arnaldi, lui, gagne 34 places pour se retrouver 72ème. Belle progression à noter côté français pour Lucas Van Haché qui se retrouve 69ème et gagne 13 places au classement. Enfin, on peut noter que Nicolas Jarry, grâce à ses bonnes performances, rejoint le top 30 et que Francisco Cerundolo rejoint pour la première fois de sa carrière le club du top 20. Du côté des chutes, on le savait bien sûr pour Rafael Nadal, c'est la douche froide puisqu'il se retrouve aujourd'hui 136ème mondial et perd 121 places au classement. Ça pique également pour Marin Cilic qui n'a pas pu défendre cette année sa demi-finale de l'année dernière et qui perd 43 places au classement. Coup dur aussi pour Zapata Miralles qui n'a pas pu faire mieux qu'un deuxième tour perdu contre Schwartzmann et qui perd donc 12 places au classement ATP pour se retrouver 50e mondial. La suite, c'est le début de la saison sur gazon. Et tout va s'enchaîner et aller très très vite puisque Wimbledon, c'est déjà dans 3 semaines. Il y a 2 ATP 250 qui démarrent cette semaine et il sera intéressant de noter le retour de Nick Kyrgios et du revenant Milos Raonic. Nous on se retrouvera dès la semaine prochaine pour parler des 2 tournois ATP 500 du Queens et de Halle. Ce sont eux qui nous donneront les premiers vrais enseignements à retenir avant Wimbledon. Voilà, j'espère que ce débrief du tournoi de Roland Garros vous aura plu. Laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous avez pensé du tournoi. Faites-moi savoir votre top 3 des matchs de la quinzaine. Laissez-moi un pouce bleu, c'est super important pour bien lancer la chaîne. Et abonne-toi pour ne rien rater de la suite de la saison. Allez, à la prochaine, avec des balles neuves.